il arrive que les mystères les plus complexes aient en fait les solutions les plus surprenantes. Aujourd'hui, on va décortiquer un cas où la technologie la plus pointue s'est fait berner par une toute petite erreur humaine. Et tout commence avec ces deux images. Alors, ce qu'on voit là, ce sont deux graphiques. Ils viennent du même échantillon de sang, prélevé sur le même chat. Et pourtant, ils racontent deux histoires qui n'ont rien à voir. À gauche, l'analyse a été faite avec les réglages pour un chien. À droite, pour un chat. Le truc, c'est que l'un suggère un animal en pleine forme et l'autre une maladie potentiellement grave. La question, c'est comment c'est possible? Voilà, c'est vraiment la question au cœur de tout ça. Comment une machine aussi perfectionnée peut en arriver à se contredire aussi radicalement? Est-ce que c'est la machine qui a un problème, l'échantillon, ou est-ce que c'est autre chose, un truc auquel on n'a pas encore pensé? Bon, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir en arrière, tout au début du processus. Parce que la réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans les circuits de la machine. Pas du tout. Elle est dans une simple histoire d'erreur d'identité. Et voilà, on y est. La clé de l'énigme, c'est ça, une simple case mal cochée sur un formulaire. Le chat est enregistré comme étant un chien, et l'analyseur, aussi intelligent soit-il, eh bien il a juste suivi bêtement les instructions. Résultat des courses, un comptage de cellules complètement faux. Ça aurait pu mener à un diagnostic et donc à un traitement totalement à côté de la plaque. C'est l'exemple parfait de la toute petite erreur qui peut avoir des conséquences énormes. Cet exemple, il est parfait pour illustrer une chose. Le parcours d'un échantillon, de la prise de sang jusqu'au résultat final, c'est un peu comme une course de relais. Il y a plusieurs étapes, et à chaque fois, il faut passer le témoin à la suivante sans le faire tomber. Et ce parcours, c'est un nom officiel, c'est le cycle de diagnostic de laboratoire. Quand on voit ce schéma, on comprend tout de suite que ce n'est pas juste une histoire de mettre un tube dans une machine et d'attendre. Non, il y a des étapes clés avant, pendant et bien sûr après l'analyse elle-même. En gros, on peut découper cette course en trois grandes phases. D'abord, la phase préanalytique, c'est tout ce qui se passe avant le test. Ensuite, la phase analytique, là c'est la machine qui bosse. Et enfin, la phase post-analytique, c'est l'interprétation et la communication des résultats. Alors la grande question, c'est où est-ce que la plupart des erreurs se glissent? Eh bien, la réponse est assez contre-intuitive. On a tendance à penser que si erreur il y a, elle vient de la machine. Mais en fait, non. Le plus souvent, le vrai coupable se cache bien en amont. C'est vrai qu'on pourrait blâmer la technologie, la machine, la voir comme le maillon faible. Mais en réalité, les laboratoires ont passé des décennies à rendre la phase analytique ultra fiable. Et les études sont formelles là-dessus. La grande majorité des erreurs n'a pas lieu pendant le test. Elle a lieu avant ou après. Et quand on regarde les chiffres, c'est flagrant. La part du lion, c'est la phase préanalytique. C'est là que ça coince le plus souvent, c'est-à-dire au moment de la préparation du patient, du prélèvement ou de l'identification de l'échantillon. Donc pour résumer, ces erreurs préanalytiques, on peut les ranger dans trois grandes boîtes. D'un côté, la préparation du patient, de l'autre, tout ce qui touche au prélèvement et à la manipulation, et enfin, le gros morceau qu'on a vu au début, les problèmes d'identification. Ok, alors allons voir de plus près ce qui peut mal tourner pendant cette toute première étape. C'est une étape cruciale, et tout ça se passe bien avant que la moindre machine high-tech ne soit allumée. Tout part de l'état du patient. Par exemple, un animal qui est stressé au moment de la prise de sang, eh bien ça peut suffire à modifier certains paramètres dans les résultats. Pareil s'il vient de manger, ça peut fausser des tests de biochimie. La fiabilité du diagnostic, elle commence donc bien avant même de sortir l'aiguille. Un autre grand classique, c'est ce qu'on appelle l'hémolyse. En gros, c'est quand les globules rouges sont détruits. Si le prélèvement est fait un peu trop brutalement ou si l'échantillon est mal manipulé, les cellules éclatent. Et là, elles libèrent leur contenu, ce qui fausse complètement plein de tests. C'est typiquement le genre de problème de manipulation qui peut rendre un échantillon bon pour la poubelle. Et ce n'est pas tout. Même la façon de faire le prélèvement est hyper importante. Il y a un ordre très strict pour remplir les différents tubes de sang. Ça s'appelle l'ordre de prélèvement. Pourquoi? Parce que chaque tube contient des additifs différents et si on ne respecte pas l'ordre, on risque de contaminer un tube avec les additifs d'un autre. Et là, ce sont tous les résultats qui peuvent être faussés. La précision, vraiment, ça commence dès ce geste. Et on en revient à notre point de départ, au cœur du problème de notre chat, l'identification. Un échantillon sans étiquette ou mal étiqueté. Une étiquette qui ne correspond pas au formulaire. Ou, comme ici, des infos incorrectes sur ce fameux formulaire, l'espèce, l'âge, les antécédents. C'est pile ce qui s'est passé dans notre cas. Finalement, toute cette histoire nous amène à une conclusion assez simple mais essentielle. Dans toute la chaîne du diagnostic, qui est pourtant super complexe, le maillon le plus important, ce n'est peut-être pas la machine, mais plutôt l'humain qui est juste avant.
pour boucler la boucle avec notre cas d'étude. La cause, c'était juste une erreur administrative, une mauvaise espèce sur un formulaire. Les faits, des résultats d'analyse complètement à côté de la plaque, qui auraient pu entraîner un mauvais diagnostic et donc un mauvais traitement. La grande leçon à retenir de tout ça, c'est finalement assez simple. On peut avoir les machines les plus incroyables, les plus précises du monde, mais leur fiabilité ne vaudra jamais plus que la rigueur des gestes simples, des gestes humains qui ont lieu bien en amont. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question fondamentale en fait. Dans cette course effrénée à la technologie, est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié que pour un diagnostic fiable, l'étape la plus simple est peut-être aussi, tout simplement, la plus importante ?